Bonjour Christine, Bonjour Marie-Christine. nous revoici pour la troisième vidéo. Mhm. Donc aujourd'hui on va essayer d'aborder le thème de l'emprise. Oui, Comment est-ce que l'emprise prend forme finalement dans le milieu déjà familial? Quelles sont les phases de l'emprise et mhm. comment est-ce qu'on peut effectivement s'apercevoir que c'est une emprise et non pas une relation saine? D'accord. Alors, donc l'emprise, elle s'installe d'abord par la séduction. C'est la première phase. La deuxième phase, c'est l'envahissement, l'appropriation du moi de la personne. La troisième, c'est la domination, donc la mise sous emprise. Et puis on a la quatrième, c'est la destruction de l'identité. Et donc, évidemment, ces phases, elles viennent très progressivement. Et l'emprise commence par la séduction. Comment est-ce qu'on constitue l'emprise? Ben, c'est d'abord par cette manipulation qui est la séduction, parce qu'il ne s'agit pas d'une séduction sexuelle, hein, il s'agit d'une séduction narcissique. Et ça, souvent, si on parle d'une relation amoureuse, les personnes vont confondre séduction amoureuse et séduction narcissique. Et il y a aussi une confusion, j'ai remarqué, entre la personne qui a une dépendance affective et qui va Mhm, justement mettre une forme d'emprise mhm, affective mhm, pour donner. Et il y a mhm, l'emprise, effectivement, du pervers narcissique qui va mettre une emprise mhm, pour prendre. Comment est-ce mhm, qu'on peut justement éviter à des personnes qui mhm, soient étiquetées, je n'aime pas cette façon mhm. d'étiqueter les gens, mais de pervers narcissiques ou bien de dépendants affectifs qui auraient tendance Mhm, mhm. à donner trop d'amour et Ben, oui, prisonnier finalement. c'est ça, c'est très important de connaître les quatre phases, justement parce que le pervers narcissique, il va jusqu'au bout de la destruction, alors que la personne qui est dans la dépendance affective, oui, elle est dans la séduction, elle envahit l'autre, elle veut contrôler l'autre, et donc là, il y a une emprise, mais le but n'est pas du tout le même. Le but du pervers narcissique, c'est de détruire l'identité de sa proie de façon calculée, de façon consciente, systématique, alors que la personne qui est dans la dépendance affective, elle est dans l'emprise parce qu'elle a peur de l'abandon. Et donc très rapidement, dès que l'autre s'éloigne, elle est dans la peur, elle exprime sa peur. Il y a moyen d'en parler, de se remettre en question chez la personne dans la dépendance affective. Et donc ça peut se soigner, se réparer, alors que le pervers narcissique refuse la remise en question. Et il n'y a pas moyen d'établir un dialogue. Ok. Comment est-ce qu'on peut comprendre et faire comprendre cette façon du pervers narcissique de s'approprier de Mhm. l'identité de l'autre qui est très sournois. Mhm. Une fois qu'on connaît le mécanisme, c'est très flagrant, mais une Mhm. fois qu'on n'est pas en connaissance de ce phénomène, Mhm. les personnes se font happer Mhm. finalement par cette privation psychique de leur identité, de leur Mhm. personne, de leur être, Mhm. qui est totalement approprié par le pervers narcissique. Ah ouais. Ben oui, la séduction marche très souvent parce que le pervers narcissique a observé les failles de la victime préalablement. Et donc, il a repéré quelles sont les failles de la victime pour s'engouffrer dedans et envahir le moi de la victime, dominer son moi. Et donc, c'est un processus sournois. Et ce sont des micro-violences sournoises, hein, donc répétées et de plus en plus intenses avec le temps. Donc la séduction, évidemment, elle se fait de façon tout à fait subtile. C'est voilà, une écoute qui est une fausse écoute. Donc la personne, par exemple, qui a besoin de reconnaissance va se dire, ah, pour la première fois, je me sens compris, je me sens entendu, je me sens reconnu, alors que pas du tout, en fait. C'est une fausse écoute. Le pervers narcissique va flatter pour finalement combler la faille de la victime, son besoin de reconnaissance frustré. Et finalement, une fois qu'elle est sous emprise, il ne lui dira plus jamais de compliments ou très rarement, juste des petites miettes de temps en temps. Et donc, la victime est alors très surprise que du jour au lendemain, il n'y a plus de compliments, il n'y a plus de reconnaissance positive parce qu'elle n'avait pas compris que c'était stratégique. Tout à fait. Et là, l'astuce Mm. finalement, c'est d'écouter plus vite ce que la personne va Mm. porter plus vite que vouloir tout se dévoiler. C'est ça, Parce que le pervers narcissique ne va pas se dévoiler dans un c'est premier ça, temps. hein. Ouais. Il va prendre finalement les Voilà, informations dont il a besoin pour voilà, s'engouffrer dans la faille. voilà, c'est ça. On voit malgré tout, même dans le monde
travail Mhm. des personnes qui sont justement dans cette forme de violence et de privation psychique. Mhm. Des employés qui ne parlent plus qu'à travers l'identité de la société pour Mhm. laquelle ils travaillent ou bien de la personne pour laquelle ils travaillent. Oui. On le voit aussi dans les familles, Mhm. plus vite la fille d'eux, le fils d'eux, la femme d'eux. On voit vraiment qu'il y Mhm. a... est-ce que c'est un phénomène de société ou est-ce que c'est un point d'attention au niveau de la perversion narcissique selon toi? Mais c'est-à-dire que le pervers narcissique, il va utiliser la société dans laquelle il est, pour, comme avec la victime, pour s'engouffrer dans ses failles. Et les failles de notre société, ben, c'est ces mécanismes de narcissisme qui sont présents à tous les niveaux de la société, hein. Donc, la recherche du prestige, de la reconnaissance sociale à travers la réussite financière, matérielle, professionnelle. Et donc, il va utiliser ces rouages, mais à son avantage. En fait, c'est pas pour le bénéfice de la société, c'est pour son ego surdimensionné. Donc, évidemment, s'il utilise ces mécanismes de mimétisme qu'il a personnellement pour s'identifier à la société, à ses attentes, c'est pas du tout pour faire fructifier la société, c'est pour son ego personnel. Et donc, dans un premier temps, les gens qui sont dans cette société ne s'en rendent pas compte et voient en lui même un sauveur. Il va peut-être relever cette société, il va peut-être lui redonner, je veux dire, des capacités à s'étendre, puisqu'il est dans la productivité à outrance, l'hyperactivité, le combat. Ben, il va permettre une augmentation de la production et ce sera bienvenu par la, la Ouais, société, société. oui. Mais dans un deuxième temps, comme il veut s'approprier le moi de la victime et donc aussi prendre le maximum de pouvoir dans cette société, il va couper les liens, il va couper toute humanité entre les personnes. Et donc finalement, ce qui devenait positif, finalement, va devenir négatif et petit à petit, ben, son processus destructeur va l'emporter sur les soi-disant qualités qu'il pouvait apporter. D'où l'importance de faire attention si on est en collaboration ou si on est finalement Exactement. devenu un outil de travail Voilà, avec voilà, une dimension humaine qui est totalement inexistante, voilà, voilà. où on voit alors beaucoup de violences verbales, Oui, psychologiques, oui, d'humiliation, hein, donc voilà, dans ouais, ces phénomènes. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se confondent dans des personnes qui n'arrivent pas à gérer leur colère oui. et qui finalement, ben, quand ils sont en colère, ils ont Mhm. des états un peu pulsionnels de rentrer en colère. Mhm. Ça ne fait pas d'eux nécessairement un Mhm. pervers Non. narcissique ni un manipulateur, ça fait simplement une personne qui a des Mhm. difficultés de contrôler Mhm. ses émotions. Mhm. Et j'ai l'impression qu'il y a une confusion Mhm. entre le bipolaire, entre le pervers narcissique, entre le manipulateur, Mhm. entre le schizophrène. Est-ce que tu pourrais Mhm. peut-être détailler Mhm. qu'il n'y a que le pervers narcissique finalement Mhm. qui met une emprise et qui fait une privation psychique de l'identité de l'autre, que Mhm. les autres cas ne sont pas du tout... Oui, mais oui, c'est le pervers narcissique qui est le seul qui garde un contrôle absolu de toute situation. C'est ça qui le rend très dangereux parce qu'il joue des rôles, par ses capacités de mimétisme, il va s'adapter à toutes les situations et donc finalement se faire passer pour la victime dans des situations de conflit et donc faire croire que c'est l'autre, le pervers coupable. narcissique, le mauvais, le coupable. Et l'inversion des rôles est vraiment typique de ce qui se passe dans la relation avec un pervers narcissique. Et donc, son harcèlement, sa violence qui s'exprime dès qu'on n'est pas d'accord avec lui, ben, va pousser la victime à bout. Et dans un cadre professionnel, évidemment, il va pointer du doigt les erreurs, l'imperfection chez l'autre, alors qu'on en a tous des imperfections, on fait tous des erreurs, mais lui va faire croire à la victime qu'elle est mauvaise, qu'elle est incapable, qu'elle est coupable, etc. Et donc la pousser dans ses derniers retranchements, justement pour qu'elle ait des réactions de colère inappropriées, de violence même, et donc inverser les rôles. Et donc ça, c'est vraiment caractéristique de l'emprise du pervers narcissique, contrairement aux autres manipulateurs. Il est vraiment dans un contrôle stratégique des situations et des personnes. D'accord. Et dans la vie privée, alors si je pourrais faire le lien
vient par exemple à une relation, je sais pas, un jeune homme ou une jeune femme qui peut se mettre en couple, qui soient en couple ou qui ne soient pas en couple, on sent parfois ces formes d'emprise aussi. Comment est-ce que tu pourrais protéger, en tous les cas, comment est-ce que la personne peut se protéger de savoir si la personne rentre dans une relation de partage, réel partage, parce qu'au début on ne le perçoit pas, et donc aimer l'autre pour l'autre ou aimer l'autre pour soi, donc c'est un peu ça qui se passe dans certaines relations. Je pense notamment à une jeune fille qui est dans une relation où elle n'a plus le droit de sortir, plus le droit de voir ses amis. Elle doit demander la permission à son compagnon. Et c'est une relation, je pense, qui dure depuis plus ou moins 2 ans, si mes souvenirs sont bons. Maintenant, cette jeune fille est enceinte et comme par hasard, elle retrouve le droit de pouvoir revoir ses amis parce que quelque part, il sait qu'il a, il a mis une appropriation finalement sur le ventre de la future maman, de sa compagne. Donc, comment est-ce que tu pourrais mettre en garde ce genre de jeunes filles qui sont finalement dans ce système d'emprise sans en être vraiment conscientes? Voilà, donc là c'est la deuxième phase en fait dont tu parles, c'est la phase de verrouillage. Et donc une fois la séduction installée, il va créer une situation de verrouillage, c'est-à-dire coincer la victime pour qu'elle ne sache plus s'échapper. Et comment est-ce qu'il la coince? C'est en l'isolant, en la coupant de ses liens affectifs, en critiquant son environnement, un peu comme dans les sectes. Il y a le gourou fait croire à la victime de la secte qu'il n'y a que la secte qui est dans le bon et que le monde extérieur est mauvais. C'est la même chose avec la victime d'un pervers narcissique. Finalement, il lui fait croire qu'il n'y a que lui qui est dans le bon et donc il l'isole, il l'endoctrine petit à petit et il la tient par des contrats. Et le contrat, c'est sacrifie-toi pour moi et tu auras tout ce que tu voudras. Donc, ça peut être un engagement professionnel comme un engagement mariage, un engagement enfant, peu importe, un contrat. Un contrat qui s'installe. Et donc à ce moment-là, évidemment c'est beaucoup plus difficile si on a une maison, si on a un enfant, si on a fait des dettes, etc. C'est beaucoup plus difficile de se désengager. Que pourrais te dire justement à ces personnes qui se retrouvent dans ce qu'on vient de dire, quel est le conseil que tu leur donnerais? Consulter inévitablement, mais de elle à elle. Sortir de l'isolement. C'est vraiment de se dire, la première étape, c'est de renforcer ses ressources pour faire face à ça, en sortant de l'isolement, que ce soit en parler à un ami, une amie, à un collègue, essayer de recréer des liens pour se renforcer. Et ça donne de l'énergie, ça donne de la confiance, et alors ça donne la capacité petit à petit de se libérer de l'emprise. Et de revenir à soi finalement. Et de revenir à soi, parce qu'à travers la relation de confiance avec les autres, on retrouve son ressenti, on retrouve la capacité à être en lien avec soi, avec ses émotions, et puis ses valeurs, ses besoins personnels. Et finalement, c'est ce que nie le pervers narcissique. Et finalement, la victime croit qu'en effet, elle n'a plus le droit d'avoir des besoins et des valeurs personnelles. Donc, tandis que si elle est dans des relations de confiance à l'extérieur, elle constate que les autres lui donnent ce droit et qu'elle peut identifier, exprimer ses besoins, ses valeurs sans être rabaissée, violentée d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'il y a un phénomène dans le milieu familial qui va faire en sorte qu'un enfant puisse être plus vite le soumis ou justement le preneur de pouvoir sur l'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être lié à cette éducation? Donc il y a différents facteurs qui font qu'un enfant devient par exemple le faire-valoir ou le bouc émissaire. Le faire-valoir, donc ce sera le pervers narcissique qui va choisir l'enfant qui sera son successeur par ses qualités, des qualités spécifiques qu'il va utiliser, mais à son avantage évidemment. Donc l'enfant sera son faire-valoir, il ne sera pas reconnu en tant que lui, il sera reconnu en tant qu'outil pour la valorisation du parent pervers narcissique. Et donc à ce moment-là, ça peut être les qualités humaines particulières qui font que, à travers ces qualités humaines, il va être valorisant, empathique envers le parent pervers narcissique et donc finalement le soutenir, le mettre en valeur. Ça peut être son intelligence,
s'il a une intelligence particulière, il pourra très bien réussir dans sa profession. Et de nouveau, le parent narcissique va l'utiliser alors comme faire valoir au niveau professionnel. Oui. Et le jeune homme qui Mhm. prend le relais justement du papa dans une société et Mhm. qui se retrouve le faire valoir aussi, où il y a Mhm. le bouc émissaire et il se Mhm. fait humilier, il se fait maltraiter, disons-le comme ça, Oui. devant le personnel. C'est l'enfant du père qui reste finalement l'enfant et qui ne prend pas sa place d'adulte dans le monde du travail face à un papa violent. Tout ça, ça semble normal aux yeux et au regard des employés, même si tout le monde ressent le malaise, ressent le froid, parce qu'il y a un climat glacial qui s'installe. Et malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a des observateurs, il y a des victimes, il y a le bourreau, et on ne sort pas de ce cercle vicieux. Donc on devient finalement complice de cette emprise. Comment sortir de ce phénomène de société, justement, où on le voit même à l'échelle plus large, que ce soit dans les familles, que ce soit dans la vie professionnelle, ça peut être même dans des associations X ou Y, de cette prise de pouvoir, de cette privation psychique de l'état du moi adulte face à cette violence. Que pourrait dire à ce fils face à une situation violente, répétée? En fait, ça dépend à quel stade on est dans l'emprise, parce que si on est loin dans l'emprise, qu'on est dans l'aliénation parentale, là, il devient très difficile d'aider l'enfant. Puisque l'aliénation parentale, donc c'est vraiment l'enfant qui est identifié presque totalement à l'agresseur, donc le parent pervers narcissique, et à ce moment-là, il n'est plus que le porte-parole du parent pervers narcissique, donc il va dénigrer le parent victime, il va faire une campagne même de dénigrement dans son entourage, dénigrer sa famille, revendiquer que c'est lui qui pense ça, alors qu'en fait il n'est plus que le porte-parole. Il va refuser le dialogue avec le parent victime, il va refuser toute activité, il est dans l'agressivité, il n'est plus du tout ouvert, il peut même s'enfermer dans sa chambre, chez le parent victime, refuser toute remise en question, tout dialogue. Donc à ce moment-là, cette fermeture est telle qu'il devient inaccessible aux parents victimes et donc inaccessible au changement. Je vois l'enfant victime aussi finalement de cette emprise, de cette forme de privation de sa pensée. On voit parfois des parents en cas de divorce qui coupent totalement le lien, donc un des deux parents empêche les enfants de voir l'autre parent. Mais la coupure de lien est inévitablement un traumatisme pour l'enfant aussi, peu importe l'âge de l'enfant, parce que le lien des parents est quand même essentiel dans un climat de bienveillance. La société ne reconnaît pas encore en Belgique ni en France d'ailleurs cette manipulation et cette coupure de lien qui semble, on remet tout sur le parent victime finalement. Donc, oui, c'est ça le problème avec le pervers narcissique, c'est qu'il va se présenter aux yeux du monde extérieur, ce n'est qu'en privé qu'il est agressif ou violent, comme la victime. Donc cette inversion des rôles fait que, aux yeux du monde extérieur, on croit ce qu'il dit, c'est-à-dire que c'est lui la victime. Et donc il fait passer le parent victime pour l'agresseur. Donc ça devient vraiment très difficile à ce moment-là d'avoir une compréhension de ce qui se passe et une possibilité d'intervention. Donc au niveau que ce soit au niveau des intervenants sociaux, au niveau de la justice, il y a très peu de possibilités d'établir un dialogue et donc la remise en question ne vient pas et la médiation n'amène pas à un résultat.
Il n'y a pas de médiation avec, Il n'y a dans pas ce de schéma. possibilité. Dans ce schéma, ça Parce que n'existe pas. C'est pas possible. non, le désir, c'est de détruire. Donc la médiation demande quand même un désir de chercher une Tout solution à fait. qui n'existe pas chez le pervers narcissique. Ou qui va simuler. Et oui, il peut simuler, bien sûr. Oui, hein, il il va peut simuler simuler. pour Voilà. gagner finalement du terrain sur, Voilà, sur voilà. son emprise. Donc, Exactement. Donc évidemment, dans cette simulation, c'est très difficile de s'y retrouver pour des intervenants extérieurs qui n'ont pas l'autre visage du pervers narcissique devant eux, puisqu'il est clivé. Hein, ce mécanisme de clivage est très très fort chez le pervers narcissique. Il a vraiment, comme on dit, un double visage, c'est-à-dire il se présente en victime alors que l'autre visage, c'est un individu qui veut la mort psychique de l'autre. C'est un meurtrier psychique. Hein, donc pour le moment, on en parle à la Chambre. Hein, c'est la question, est-ce que c'est un délit? Si on considère ce clivage, et donc il y a une facette du pervers narcissique qui est la volonté de meurtre psychique, on peut considérer ça comme un délit. Tout à fait. Malheureusement, très peu reconnu. Pourquoi? Parce que manipulateur, pervers narcissique, il a autant de masques que ce qu'il a de liens, et il a un seul visage, c'est celui dans les coulisses, là où on ne le voit pas, parce Voilà. que l'image qu'il veut donner de lui, ça doit être rendu de la perfection Tout à fait. et de son aura sociale finalement. Voilà. Donc la même chose avec ses enfants, donc il n'aura Oui. pas le même lien avec, s'il a 10 enfants, il n'aura pas le même lien avec des 10 enfants. Non, Il va, non. en fonction de ce que l'enfant va lui apporter, Oui, oui. il va modifier son comportement, ses attitudes C'est ça, et hein. son emprise, ou pas, en fonction Voilà. aussi de l'état de l'enfant. Oui, tout à fait. Donc, comment permettre justement aux jeunes gens, je vais dire ça comme ça, garçons ou filles, de ne pas rentrer justement dans ce mécanisme d'emprise. Quel est le point d'attention? Moi je dis toujours, écoutez votre corps plus vite que votre mental. Le mental vous ment, votre corps vous fait des signes et vous reflète la réalité de ce que vous ressentez. Quel autre conseil pourrait-on donner? C'est de chercher des liens autour de soi, des liens bienveillants, parce qu'au fond, pour un jeune, ce qui est essentiel pour un enfant, pour son développement, c'est des liens bienveillants qui sont empreints de confiance, de sécurité, et dans ces liens-là, il peut se connecter à son ressenti, à ses besoins, et croître, alors qu'avec le parent pervers narcissique, il n'y a que des liens d'insécurité. Hein, donc, s'il sait aller vers le monde extérieur, c'est de repérer là où il y a de la bienveillance et de l'écoute, une capacité à être empathique envers lui, et par ces liens d'empathie, de bienveillance, découvrir l'amour pour soi, et dans cet amour pour soi, il pourra se développer. D'accord. Et on parle aussi de la dissociation cognitive. Qu'est-ce que tu pourrais expliquer sur la dissociation cognitive face justement à cette perversion narcissique? Oui, c'est ce qui se passe, c'est qu'un enfant qui est isolé dans la relation d'emprise à un parent pervers narcissique, il se sent en danger, et donc son moi se brise, et cette dissociation, c'est une forme d'engourdissement, au minima, on va dire, d'engourdissement des sensations, pour être dans un état comme d'anesthésie qui lui permet de supporter cette relation d'emprise où il ne trouve pas sa place. Et donc cet engourdissement, évidemment, est un mécanisme à la fois de protection, mais en même temps ne lui permet plus d'avoir accès à ses émotions, à ses sensations, et donc à une pensée propre. Et donc c'est un peu une sorte de cercle vicieux. L'engourdissement peut aller alors jusqu'au clivage, et là il se coupe en partie, son moi se coupe en partie, qui sont des mécanismes de survie du cerveau reptilien qui se mettent en route face à l'insécurité. On en a 3 importants: le combat, la fuite et le figement. Donc dans le combat, l'enfant a des comportements agressifs, combatifs, où il veut tout contrôler pour se rassurer. Et dans la fuite, là, il va fuir dans des addictions, que ce soit une personne ou à des produits, pour finalement s'anesthésier aussi. Et dans la sidération, là, il est complètement figé, complètement dissocié de son corps. Il ne ressent plus le corps qui est comme un bloc, comme immobilisé. Et donc à ce moment-là,
il perd tout espoir. Hein. C'est la dépression, le sentiment d'être nul, incapable. Alors que dans le combat, par contre, il se dit je vais arriver à faire face. Donc il y a encore une possibilité de s'en sortir. Mais par contre, si ça va jusqu'à la dissociation complète, là c'est très difficile donc de mobiliser des ressources parce qu'il se sent emprisonné, impuissant et complètement incapable. Il se sent incapable et donc à ce moment-là, il n'a plus les ressources pour aller vers l'extérieur. Et on voit effectivement donc ces personnes qui ne sont pas conscientes de l'emprise qui est mise, qui sont totalement perdues, elles ne savent plus qui elles sont, elles ne savent plus ce qu'elles ressentent, elles ne sentent plus dans leur vie, elles ont vraiment perdu leur identité, leur ressenti, elles sont totalement, entre guillemets, anesthésiées de leurs propres sentiments, de leurs propres émotions, de leur propre bien-être. Donc il faut pouvoir se reconnecter à soi-même avant de pouvoir se reconnecter aux autres, donc prendre de la distance avec les ou la personne qui serait susceptible de provoquer encore plus de chambardement dans son état d'esprit et pouvoir exprimer finalement ce ressenti corporel. Je conseille souvent de noter dans un petit carnet le avant, le moment même, et puis s'il y a des questions qui reviennent, de revenir au pourquoi du comment j'ai mis de la distance, au pourquoi du comment j'ai pris contact avec la personne et ressentir dans le corps fondamentalement ce qui est agréable, ce qui n'est pas agréable. Et je vois des personnes qui disent je ne sais plus ce qui est agréable, c'est ce ça, qui n'est pas agréable. Oui, donc là c'est l'engourdissement, le clivage ou la dissociation complète qui s'amorce progressivement dans les mécanismes d'emprise. Voilà, c'est progressif. Et donc, oui, en effet, c'est de développer la capacité d'observation de ces états internes. Hein. Donc, observer dans quel état je suis et observer quelle est ma relation avec mon environnement également, le lien avec moi, le lien avec les autres et comment je me perçois dans cette relation. Donc, l'observation, mais l'observation est possible aussi si je suis quand même suffisamment apaisée. Et donc, la respiration est un moyen très important pour apaiser le corps. Et donc, il y a l'exercice de la cohérence cardiaque qui aide à apaiser le corps, c'est-à-dire vraiment si je suis dans l'état de combativité, c'est de ralentir mon expiration, donc une respiration qui n'est plus variable, qui est calme, c'est par exemple 5, 5, 5 à l'inspire, 5 à l'expire. Et si je dois vraiment m'apaiser encore plus, ben, j'augmente mon expiration. Par contre, si je suis dans l'engourdissement et que je suis même plus, je vais dire, connectée, ce sera d'augmenter mon inspiration pour remobiliser un peu d'énergie. Et donc, j'augmente mon inspire. Je peux passer à 6 à l'inspire et 4 à l'expire pour essayer de retrouver cet état d'apaisement et d'équilibre interne. Si dans mon organisme, il y a un plus grand équilibre interne, hein, parce que la respiration régule les fonctions vitales, par exemple la fréquence cardiaque, j'aurai plus la capacité de prendre du recul et de m'observer. Et donc de percevoir ce qui se passe en moi et dans la relation. D'accord, et encore une dernière question. C'est un moment de sidération de se dire que voilà, effectivement, je suis bien victime d'un pervers narcissique, ou alors on ne veut pas du tout reconnaître à des parents ou à des protagonistes, que ce soit en vie privée, vie professionnelle, soit effectivement ce pervers narcissique. Cet état de sidération refuse toute information. C'est ça, hein, le déni. Le déni qui se met, qui est quelque part une propriété du pervers narcissique. Oui. Et donc là c'est vraiment important pour l'entourage d'être dans la bienveillance, dans la patience par rapport à ce déni chez la victime, parce que voilà, c'est une prise de conscience lente, progressive, qui demande parfois d'aller loin dans le processus d'emprise avant d'avoir le déclic. Tout à coup, c'est trop et là on met fin. Voilà. Donc n'hésitez pas à les consulter. Si vous avez un doute, si vous voyez effectivement que vous ne vous sentez pas respecté dans une relation, il n'y a aucune personne qui a le droit de se faire violenter, que ce soit verbalement, psychologiquement,
à répétition. Donc ça peut arriver qu'il y ait un emportement, mais quand ça devient vraiment un comportement qui est systématique et stratégique finalement pour prendre le pouvoir. Donc n'hésitez pas à poser des questions à des thérapeutes qui sont formés, qui connaissent finalement ce procédé. Donc, Oui, et ne pas oublier que la destruction de pervers narcissiques, elle ne s'arrête pas, elle va croissant avec le temps, contrairement aux autres manipulateurs, et donc espérer changer un pervers narcissique est une illusion. Hein, donc ça, c'est important de faire appel à des personnes extérieures qui peuvent aider dans ce processus de sortie d'emprise. Et donc, voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre j'aime et à la prochaine. Poser des questions. Oui. Merci.